ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. La Belgique est un pays que même les Belges oublient parfois de regarder de près. Pourtant, notre contrée déborde de personnages hors du commun, d'histoires improbables et de destins fascinants. Dans ce podcast, je vous emmène sur les traces de ces oubliés de l'histoire. Aujourd'hui, découvrez avec moi l'histoire de Maurice Wilmot, l'homme à l'origine des études de romane en Belgique. Nous sommes à Liège, au milieu du XIXe siècle. Dans la cité ardente vit Guillaume Wilmot, ingénieur en chef des travaux à la ville. L'homme, souvent froid et sévère, est marié à la douce Adélaïde Tonnard, dont le raffinement et l'élégance trahissent ses origines plus distinguées que celles de son mari. Sa propre mère était une enfant d'aristocrate, petite fille du bourgmestre de Liège, qui, par ses mots et ses histoires, faisait revivre l'âge romantique du siècle précédent. Le 11 juillet 1861, Adélaïde et Guillaume accueillent celui qui sera leur unique enfant, qu'ils appelleront Maurice Guillaume Albert. Le petit garçon naît avec la santé bien fragile et une mère, par conséquent, très protectrice. L'enfant est trop chétif et elle doit se résoudre à confier les premiers soins à une nourrice. Mais dès l'enfant grandit, elle prit sa revanche en s'accaparant l'enfance du jeune garçon, prenant en charge presque entièrement la formation de son fils. Très lettrée, cultivée et extrêmement exigeante, elle lui apprend à lire avec un volume de la correspondance de Voltaire, une lecture assez éloignée des petits chaperons rouges ou des Masha et Mishka avec lesquels les enfants apprennent aujourd'hui. Le jeune garçon développe une curiosité sans bornes et très vite développe une habitude presque instinctive. Il lit tout ce qui lui tombe sous les yeux, jusqu'aux enseignes des boutiques dans les rues de Liège. Et lorsqu'il arrive à l'âge de rentrer à l'école, c'est à l'Athénée royal de Liège qu'il débute, une école pleine de ceux qu'il qualifie lui-même de fils de bourgeois. Il y impressionne les maîtres par ses facilités de lecture et gagne immédiatement la 3e année, sautant les 2 premières. Maurice est plein de potentiel, mais très peu adapté au cadre rigide de l'enseignement. Son enfance, passée seule, sans camarades, frères ni sœurs, avait fait de lui un petit garçon assez égocentrique, très timide et renfermé sur lui-même. Trop craintif, parfois distant, il ne s'intègre pas vraiment aux autres garçons. Et ses professeurs le trouvent réservé, parfois d'une subite obstination indisciplinée. Lui trouve simplement ses professeurs incompétents. Il avait par exemple un professeur d'allemand qui était en fait polonais et donnait souvent les cours en ayant bu un verre de trop. Mais le garçon reste très curieux et, peu à peu, construit sa formation en dehors de l'école. Il se passionne pour les récits de guerre de sa grand-mère, en apprend plus sur le théâtre et, dans sa passion de la lecture, se constitue déjà une bibliothèque personnelle où se côtoient les grands classiques et des auteurs beaucoup plus modernes. Il développe un goût également prononcé pour les langues étrangères et notamment pour la littérature allemande. Enfin, Maurice s'inscrit à l'université de Liège. L'université est alors encore assez petite, accueillant à peine 1000 étudiants. Par tradition familiale, il choisit d'étudier le droit, comme la plupart des hommes du côté de sa mère. Mais très vite, il comprend que cette voie ne lui correspond pas et se tourne alors vers les lettres. Ses années universitaires restent tout de même assez sages. Sa santé fragile, sa timidité et surtout sa peur de la désapprobation maternelle l'empêchent de participer pleinement à la vie étudiante. Il reste plutôt en retrait, observateur. Mais l'université lui apportera quand même les rencontres qui changeront son destin. Des professeurs comme Godefroy Kurt ou Jean Stetcher, professeur d'histoire et de la littérature française, éveillent en lui un intérêt tout neuf pour la recherche. Après 2 années de candidature et 2 années de doctorat, parce que oui, à l'époque, ce n'était que ça, le jeune Maurice Wilmot maîtrise parfaitement 4 langues et se passionne pour la littérature française.
Il est spécifiquement attiré par la littérature latine du Moyen-Âge, ce qui est à l'époque un domaine presque complètement négligé. Il commence alors à publier ses découvertes littéraires dans divers journaux belges et français, gagnant ainsi déjà quelques petites monnaies. Un poste s'ouvre alors à l'université de Liège et Maurice y dépose sa candidature, haut de son profil peu expérimenté mais plein de potentiel. Seulement, l'université lui préférera un catholique. À cette époque, la Belgique est profondément divisée entre les catholiques, très influents, et les libéraux, qui auraient aimé voir l'emprise de la religion sur la société diminuer. L'enseignement était dominé par les catholiques, et lorsque le gouvernement, alors libéral, imposa que chaque ville dispose d'au moins une école officielle, l'Église riposta avec la première guerre scolaire. Ils interdirent les sacrements aux professeurs de l'école officielle, punirent les familles d'enfants placés dans le réseau officiel et développèrent encore plus d'écoles dites libres. Cette opposition entre catholiques et libéraux structura tout le pays et impacta chaque décision, même au sein des universités. Et même si l'université de Liège était officiellement une université d'État, les nominations académiques étaient souvent très influencées par la politique. Et le jeune Wilmot, lui, avait été élevé en lisant les idées de Voltaire, celui qui dénonçait le fanatisme, les superstitions et l'intolérance catholique. En nommant Wilmot à ce poste, dans cette période de haute tension en pleine guerre scolaire, l'université aurait pris une position peut-être trop marquée et lui préféra sûrement le choix plus neutre d'un avocat catholique. Frustré et sûrement blessé dans un très grand amour-propre, Wilmot décide que ma seule chance d'entrer dans le professorat, c'était de créer un enseignement où je risquais peu de me heurter à des compétitions de personnes ou d'intérêts. Il devait créer son propre chemin. Mais lequel ? Il s'était bien rendu compte, durant ses études, qu'un domaine manquait cruellement en Belgique, la philologie romane. On n'étudiait pas, dans notre pays, la linguistique ni l'évolution des langues issues du latin. Ces sujets étaient pourtant assez populaires en France et en Allemagne, où des départements entiers y existaient, dirigés par d'illustres maîtres. Confiant et persuadé qu'il s'agit là de sa voie, Maurice Wilmot se décide à amener à la Belgique l'étude de sa propre langue. Mais pour cela, il fallait étudier. Enthousiaste comme jamais, il participe à un concours pour un mémoire en littérature comparée et obtient une bourse de voyage. En 1883, il part une année à Paris, étudier sous de célèbres philologues comme Paul Meyer et Gaston Paris. C'est là qu'il rencontre celui qui devient son meilleur ami, Albert Marignan, qui le fait enfin sortir de sa carapace de timidité. À la fin de son année parisienne, ce nouvel ami l'accompagnera même en Allemagne, suivre 3 semestres pour y raffiner sa maîtrise des romanes. Les débuts y furent difficiles, car ils durent s'adapter à une nouvelle langue, une nouvelle culture et renoncer à leur confort parisien. Ils étaient ici bien nourris et bien moins bien logés. Mais Maurice adora l'Allemagne. Après un séjour à Berlin, il part pour Halle et puis enfin pour Bonn, suivant les cours de grands spécialistes. Il s'y imprègne de toutes ces nouvelles connaissances et de cette nouvelle rigueur scientifique spécifiquement allemande. Ce séjour était un avantage considérable, car une connaissance directe des méthodes allemandes était encore très peu répandue en Belgique. De retour dans son pays natal en 1885, Maurice soumet au ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique un rapport sur son voyage. Il y détaille ses impressions sur l'enseignement et la philologie romane à Paris et en Allemagne, vantant les mérites de cette discipline complètement délaissée en Belgique où on avait plutôt tendance à étudier des auteurs étrangers. Cette même année, alors qu'il a tout juste 24 ans, il se retrouve nommé comme professeur à l'École normale des humanités de Liège. Il s'agit de la fondation du premier enseignement scientifique de philologie romane en Belgique. Maurice Wilmot devient alors le premier professeur officiel de romane en Belgique. Il se retrouve alors devant une tâche immense. Il doit enseigner une discipline encore inexistante dans le pays, avec des étudiants très peu préparés. Et lui-même manque cruellement d'expérience pédagogique. Mais il s'adapte rapidement et surtout, il innove. Quelques années plus tard, en 1891,
son école normale est absorbée dans la toute nouvelle faculté de philologie et lettres de l'Université de Liège, où il développe une section complète consacrée aux langues et littératures romanes. Il y enseigne une grande variété de matières, grammaire comparée, littérature médiévale, latin vulgaire. Et ça marche, son influence est même considérable. Il développera le goût des romanes à de nombreux élèves, dont plusieurs deviendront à leur tour professeurs et contribueront à diffuser la discipline dans d'autres universités, en Belgique comme à l'étranger. Mais Wilmot ne s'arrête pas là. Son intérêt initial pour la littérature médiévale l'amène à s'interroger sur les langues et les dialectes. Il est l'un des premiers à introduire à l'université l'étude du wallon, et mène même des enquêtes de terrain avec ses étudiants, une démarche qui était encore rare à l'époque. Mais malgré ses succès, son rêve n'était pas l'enseignement. Il rêvait de devenir un homme de lettres, et ses efforts commencent à payer de ce côté également. Il publie dans des journaux, à Liège, à Bruxelles, à Paris, et commence à avoir une belle renommée. Il se retrouve également à l'initiative de nombreuses revues. En 1888, il crée la revue Le Moyen-Âge, en 1890, le Bulletin du folklore, en 92, l'Express, en 93, la Revue Wallonne, et presque 30 ans plus tard, il créera la Revue franco-belge. Maurice Wilmot commence à avoir de nombreux contacts, à s'entretenir de sujets plus larges, et son initial rejet par l'université lui reste toujours en travers de la gorge. Maurice se rapproche de plus en plus de ceux qui se font appeler les progressistes, c'est-à-dire des libéraux radicaux qui se lancent alors à peine. Le nouveau parti défend l'association ouvrière, la réduction de la journée de travail, l'instruction obligatoire, le suffrage universel simple, où chacun est égal devant les urnes, et la limitation du pouvoir de l'Église dans l'État. Wilmot ne tarde pas à les rejoindre et devient virulent sur ce dernier point, au point de vite gagner le surnom de l'abbé laïque ou le pape radical. Il devient un réel leader du parti radical et l'un des cofondateurs du journal du parti, l'Express, où s'expriment les différents membres. Cependant, le parti radical n'est pas le seul parti s'opposant au parti religieux, et les voix anticatholiques sont trop divisées. Maurice y voit un danger pour leur victoire. Il faudrait associer les radicaux aux socialistes pour avoir une chance de gagner. Porté par son ambition, il propose en 1894 une alliance aux socialistes. Celle-ci est acceptée par les deux partis, mais pourtant, elle ne se réalisera pas. Aux élections de 1895, chacun fera bande à part. La raison ? Le soudain revirement de Maurice Wilmot, qui aurait finalement déconseillé à son parti toute alliance avec les socialistes, à l'origine de laquelle il était pourtant un an plus tôt. Mais quelle serait la raison d'un tel retournement de veste ? Eh bien, si Wilmot ne l'avouera pas, 1895 est également l'année où il est nommé professeur ordinaire à l'Université de Liège, c'est-à-dire le rang le plus élevé obtenable au sein d'une université. À l'époque, plusieurs journaux n'hésitent pas à accuser Wilmot d'avoir joué sur plusieurs tableaux pour obtenir sa nomination, sollicitant à la fois des soutiens libéraux et catholiques. Le résultat est finalement un grand échec dans le camp de Wilmot aux élections de 1895, où personne ne collectera assez de voix pour être élu. Les socialistes, délaissés par leurs alliés, remporteront tout de même quelques élus, près de 9400 voix pour les plus populaires, tandis que Wilmot, lui, n'en amassera que 5038. Dans ses mémoires, le professeur belge se plaignera de n'avoir en fait jamais réellement voulu participer à la politique et d'y avoir même été piégé. Il dira même « Lors de l'échec de la liste radicale à la Commune, il me fallut m'efforcer pour donner à mes conaufragés l'impression d'une déconvenue personnelle qu'au fond du cœur je n'éprouvais pas. » Finalement, Maurice Wilmot quitte le parti radical, l'Express et la politique en tout et pour tout. Mais ses opinions teindront tout de même ses récits, notamment dans sa défense d'une identité belge qu'il admire profondément. Maurice Wilmot est un apôtre de la richesse de la culture francophone et il est convaincu que la langue française, en Belgique, doit être protégée, non pas seulement comme langue de culture, mais comme symbole d'unité entre les Belges. Il s'oppose donc vivement au mouvement flamingant, qui sont ces néerlandophones partisans de l'autonomie flamande et qui se battent contre la domination du français en Flandre. Maurice Wilmot trouve ça simplement idiot. Lui qui est tellement admiratif de la France, rappelle sans arrêt que la Flandre a elle aussi toujours été bilingue et fortement tournée vers la France, tant historiquement, politiquement qu'intellectuellement.
Au-delà des textes qu'il rédige sur le sujet, il s'engage activement dans la promotion de la langue française. En 1905, il fonde une association dédiée à sa diffusion. L'objectif y est clair, promouvoir un français vivant, accessible et ouvert sur le monde. Il organise des conférences, des congrès, des rencontres internationales, il invite des intellectuels étrangers, encourage les échanges, construit des réseaux et lui-même se lance également dans les conférences, recevant des invitations de la part de nombreuses villes pour venir y parler. Malgré sa timidité initiale, il apprend à s'exprimer sans lire ses notes, à improviser et à captiver son auditoire. Ses discours résonneront dans de nombreuses villes belges, et puis même en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, dans les pays scandinaves et dans les Balkans. C'est grâce à ces conférences qu'il rencontre Paul Deschanel, homme politique français influent qui deviendra même président de la République française en 1920. Dans ses mémoires, Wilmot se plaît énormément à insister sur ses amitiés avec des hommes puissants, et il ne manque certainement pas d'y raconter son affection pour Paul Deschanel. Car, à lire ses mémoires, on découvre un homme très attentif à l'image qu'il renvoie. Il y raconte immanquablement ses rencontres avec des figures importantes de son temps, parfois même les plus anodines, dès lors qu'elles le mettent en rapport avec des célébrités. Ainsi, on apprend qu'il rencontre une fois le roi d'Espagne et que « Sa Majesté vient à moi comme à l'un de ses familiers », ou qu'il est invité personnellement par le roi Léopold III pour lui faire visiter le pavillon belge lors de l'exposition universelle de 1937. Il dédiera même plusieurs pages à une anecdote d'accident de voiture vécu aux côtés de Paul Deschanel, rappelant que, même si les journaux qui racontaient l'accident n'en faisaient pas part, il était bien présent sur le siège passager. En revanche, certains passages de sa vie passent complètement sous silence. Par exemple, il aurait épousé sa gouvernante, Léonie, mais ne la mentionne à aucun moment dans ses récits. Comme si tout ce qui ne participait pas à son image publique, à son rôle intellectuel ou à sa place dans les réseaux d'influence ne méritait pas d'être retenu. En 1914, la guerre éclate en Belgique. Et le 4 août, Wilmot reçoit une lettre du ministre de France, M. Kloboukowski, contenant un avertissement. L'affection de Wilmot pour la France le rend suspect aux yeux des Allemands, et il lui faut quitter Bruxelles le plus rapidement possible. Wilmot se réfugie en France, chez son ami Marignan. Son domicile est perquisitionné à plusieurs reprises en son absence. Heureusement, il trouvera assez vite du travail à Bordeaux, où il enseignera à l'université, et puis, à partir du printemps 1915, sera employé à la Sorbonne de Paris. Malgré son exode en France, il reste un grand défenseur de son pays natal et s'attache à continuer les conférences sur la Belgique martyre. Avec Deschanel, il participe également à la cofondation d'un comité d'entente franco-belge. L'initiative vise à renforcer les liens entre les deux pays, à la fois sur le plan politique, économique et culturel. Wilmot en devient le secrétaire général. Il participera également à de nombreux autres efforts de guerre, depuis l'aide des exilés belges jusqu'à l'effort de propagande pour convaincre l'Italie de rejoindre le camp des Alliés. Pendant la guerre, il s'intéresse également au milieu de l'édition. Un de ses rêves devient la possibilité d'offrir des livres de haute qualité à un prix acceptable. Une fois la guerre finie, il revient en Belgique et poursuit ce but en créant la maison d'édition Renaissance du Livre. L'entreprise devient assez fructueuse et aujourd'hui, si l'on passe sur le boulevard Adolphe Max, on peut y admirer le numéro 114 qui en fut le siège social. Durant l'après-guerre, Wilmot poursuit sa carrière déjà bien établie. Il continue à enseigner, à publier, à voyager. Et en 1920, il devient membre de la toute nouvelle Académie royale de langue et de littérature française et prendra sa retraite en 1931. Lors d'un voyage en Italie, en mai 1940, il apprend la déclaration de guerre pour la Belgique à l'Allemagne nazie. Il vit alors son second exode, partant pour la France une deuxième fois, à 78 ans. Il trouve refuge à Toulouse, ville qu'il déteste et dont l'accueil si peu chaleureux l'emplit de nostalgie pour sa Belgique natale. La santé de Maurice Wilmot, déjà fragile depuis l'enfance, se dégrade. Les dernières années de sa vie sont marquées par la maladie et des difficultés matérielles. Malgré cela, il reste actif aussi longtemps que possible, continuant à écrire et à suivre l'évolution des études qu'il a contribué à fonder. Le 9 juin 1942,
Il s'éteint à Saint-Gilles, à Bruxelles. Selon son souhait, son corps est ramené à Liège où il est inhumé au cimetière de Saint-Walburg, où ses anciens élèves seront présents. Cet épisode racontait l'histoire passionnante de Maurice Wilmot, à qui les Belges doivent la création des études romanes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Grands Petits Belges. Rendez-vous pour un prochain épisode pour un nouveau portrait de l'un de ces oubliés de l'histoire.